bonjour et bienvenue. Nous sommes le mercredi 22 avril 2026. Et aujourd'hui, nous vous proposons une analyse approfondie des récents événements en Amérique centrale et du Sud. Des événements qui redéfinissent complètement la région. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous pour décortiquer tout cela. L'approche que nous adoptons ici se veut, disons, très factuelle. Nous reprenons l'élégance et le calme des grands journaux télévisés d'antan. Pas de sensationnalisme, pas de peur inutile, juste les faits. Et une curiosité intellectuelle rigoureuse. C'est exactement ça. Et il faut préciser que cette plongée au cœur de l'actualité est sponsorisée par ProWave AI et générée par Stylo News. Oui, Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est un point important avant de commencer. En fait, oui. Pour ceux qui nous écoutent, Stylo News est la version grand public du logiciel Stylo Intellops. C'est un système initialement conçu pour les opérations complexes des gouvernements, des armées ou des grands décideurs mondiaux. Donc, concrètement, on a accès ici à un outil d'aide à la décision stratégique de très haut niveau. Voilà, c'est une fenêtre unique sur le renseignement global. Le dossier officiel du jour s'intitule Central and South American Narco Networks, Elections and Regional Power. Donc, les réseaux de narcotrafic, les élections et le pouvoir régional. Et la mission de notre analyse aujourd'hui est claire. On va examiner les schémas des 2 dernières semaines, identifier les acteurs clés sur le terrain et essayer de comprendre les perspectives politiques de manière totalement impartiale. D'accord. Décortiquons tout cela. Commençons par la logistique, la mutation logistique spectaculaire des réseaux criminels. Ce qu'on voit récemment, c'est une adaptation incroyable. Absolument incroyable, oui. Prenons le Costa Rica. L'organisme d'investigation judiciaire a mené des raids sur 25 sites, surtout dans la province d'Heredia. Et ils n'ont pas trouvé que de la drogue, ils ont démantelé un réseau entier de pistes d'atterrissage clandestines. Des pistes qui expédiaient directement vers les États-Unis, le Guatemala et le Mexique. C'est ça. Si une route maritime est bloquée par les autorités, ils prennent simplement la voie des airs. C'est littéralement la chaîne d'approvisionnement d'une multinationale. Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette logique d'entreprise. Ils font face à des régulations contraignantes, disons, et ils réorientent leur stratégie. Mais l'adaptation ne s'arrête pas au transport. Ah non, ouais. Non, en fait, plus au sud, en Colombie, dans le bassin amazonien, particulièrement le Putumayo, et en Équateur aussi, avec le groupe Los Lobos du côté de Guayaquil et Manabí. On observe une diversification économique complète. Une diversification, c'est-à-dire ? Eh bien, ils exploitent les vides sécuritaires pour, certes, la cocaïne, mais ils se lancent massivement dans la contrebande d'or et même le trafic de viande. Attendez, le trafic de viande. Comment un réseau de narcotrafiquants en arrive-t-il à gérer de l'élevage bovin ? La logique est purement financière. C'est le blanchiment d'argent parfait. Ils déforestent illégalement des terres, ils y installent des élevages financés par l'argent de la drogue et ils vendent cette viande sur les marchés locaux. Waouh ! Donc ça leur crée des revenus d'apparence légale. Exactement. Ils s'ancrent dans l'économie formelle. Pour l'or, c'est pareil. L'extraction illégale demande des machines lourdes et le contrôle de territoire reculé. 2 choses qu'ils maîtrisent déjà parfaitement. C'est redoutable. Et en plus de l'économie, ils innovent technologiquement et politiquement. On a des rapports confirmant l'utilisation de drones par les cartels mexicains au Guatemala. Oui, des flottes de drones, et simultanément, on voit l'intégration de gangs urbains très violents, comme le MS-13, directement dans les espaces politiques locaux. Mais comment un gang de rue s'intègre-t-il politiquement sans déclencher une guerre civile ? Il ne présente pas de candidat aux élections, si. Non, ils ne cherchent pas à faire élire un des leurs. Ils instaurent une sorte de gouvernance de l'ombre. L'objectif n'est pas de renverser l'État, ce qui attirerait une riposte militaire massive. L'objectif, c'est de rendre l'État superflu. De le rendre superflu, oui, je vois. Il remplace les services publics. Voilà, ils financent des commerces locaux, ils accordent des prêts là où les banques ne vont pas, ils règlent même les litiges de voisinage, ils achètent l'impunité en finançant discrètement des campagnes électorales locales. Donc les institutions restent en place en façade, mais les décisions réelles sont prises par ces réseaux. Face à cela, la réponse américaine a été, disons, d'une fermeté sans précédent. On parle d'une militarisation radicale, oui. Depuis septembre 2025, le commandement sud des forces armées américaines a mené plus de 50 frappes maritimes dans les Caraïbes et le Pacifique Est. 50 frappes. Et le bilan rapporté était d'au moins 177 suspects tués. C'est un véritable conflit. D'ailleurs, l'administration Trump a formellement déclaré qu'il s'agissait d'un conflit armé.
Les cartels sont désignés comme des organisations terroristes étrangères et le fentanyl est maintenant classé comme arme de destruction massive. Cela soulève une question importante concernant le droit international, parce que classifier un stupéfiant comme une arme de destruction massive, c'est un saut sémantique et légal colossal. Quelles sont les implications réelles de ce changement de classification? Eh bien, ça transforme toute l'architecture légale. Tant que c'est un problème criminel, on utilise la police, les mandats d'arrêt, l'extradition. C'est long et ça respecte la souveraineté des autres pays. Mais si c'est du terrorisme et des armes de destruction massive? Le paradigme bascule dans le droit de la guerre. Les États-Unis invoquent la légitime défense face à une urgence de sécurité nationale. Ça autorise l'usage de la force militaire létale, comme ces frappes sur des navires, sans passer par la justice. Et diplomatiquement, ça crée des ondes de choc. D'un côté, les États-Unis justifient cela par la crise dévastatrice des opioïdes sur leur sol, ce qui se comprend. Mais de l'autre, des experts juridiques internationaux dénoncent carrément des exécutions extrajudiciaires. Le président colombien Gustavo Petro a été très vocal là-dessus. Il a mis en garde contre une potentielle, je cite, « rébellion régionale » si ces pressions militaires continuent. Mais on peut se poser la question de façon pragmatique. Avec des institutions locales parfois paralysées ou corrompues, est-ce que certains dirigeants ne voient pas cette intervention américaine d'un très bon œil en secret ? C'est le paradoxe de la diplomatie dans cette région. Publiquement, la souveraineté nationale est sacrée. Aucun dirigeant ne peut applaudir des frappes étrangères près de ses côtes. Sous peine de s'aliéner sa propre population. Exactement. Mais en coulisses, certains États dont la police est totalement dépassée par les cartels bénéficient de cet affaiblissement logistique opéré par Washington, même s'ils ne l'avoueront jamais. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. Toute cette pression militaire et criminelle provoque une refonte géopolitique massive. Regardons le Venezuela. Ah, le Venezuela, une situation historique. Oui, suite à la capture de Nicolás Maduro par les forces américaines en janvier 2026, le pays est en transition totale. María Corina Machado, la leader de l'opposition, pousse pour des élections libres. Elle a d'ailleurs fait un geste symbolique très fort en soutenant Donald Trump avec son prix Nobel de la paix 2025. C'est un alignement clair. Très clair. Et en parallèle, les États-Unis ont levé certaines sanctions bancaires. Et là, surprise, le Pérou vient d'acheter du pétrole vénézuélien via la société Trafigura. C'est le premier achat depuis 2009. Si l'on relie cela à la situation globale, c'est bien plus qu'un simple achat d'énergie. C'est une nation qui tente de sécuriser son économie dans une période très volatile. C'est le retour du Venezuela sur le marché formel, en fait. Oui, le pétrole vénézuélien était toxique à cause des sanctions. Maintenant, ça stabilise les marchés et ça offre une incitation financière à la transition démocratique. Et pour le Pérou, c'est vital de sécuriser cette énergie légalement en ce moment. Surtout que le Pérou est en pleine effervescence. Ils sont en période électorale, avec un second tour très polarisé prévu en juin. On a un face-à-face assez incroyable. D'un côté, on a Keiki Fujimori à droite. Voilà, avec un programme très strict. Lien fort avec les États-Unis, expulsion massive et surtout l'instauration de juges sans visage. Et de l'autre côté, Roberto Sanchez, à gauche. Axé sur les dépenses sociales, le contrôle étatique des ressources et, chose très intéressante, la légalisation de l'exploitation minière informelle. Faisons une pause sur ces deux concepts. D'abord, qu'est-ce qu'un juge sans visage? Pourquoi cette proposition de Keiko Fujimori fait-elle autant débat? C'est une mesure d'exception qui vient des années 90. L'idée, c'est que l'identité du juge est totalement dissimulée au public et à l'accusé. Pour les protéger des cartels? Oui, pour éviter les représailles, les kidnappings. Le juge siège derrière une vitre sans teint, sa voix est modifiée. Ça leur permet de prononcer de lourdes peines sans risquer leur vie. Mais au niveau des droits humains, c'est un cauchemar, non? L'accusé ne connaît même pas celui qui le condamne. C'est toute la controverse. Le droit à un procès équitable disparaît. Ça ouvre la porte à des condamnations politiques secrètes. Ça montre à quel point l'angoisse sécuritaire est forte au Pérou aujourd'hui. Et en face, la proposition de Roberto Sanchez de légaliser les mines informelles. Si on repense à ce qu'on disait sur les cartels qui se financent avec l'or illégal, c'est une stratégie pour leur couper l'herbe sous le pied économiquement. En reprenant le contrôle étatique, oui. C'est une vision totalement différente de la sécurité. Économique, plutôt que purement punitive. Cette tension se ressent partout. L'Équateur a rappelé son ambassadeur de Colombie à cause des propos du président colombien sur l'ancien vice-président George Glass. Le Chili, sous José Antonio Cast, intensifie les vols de déportation de migrants. Chaque nation tente de barricader ses frontières. Et au-dessus de tout ça, il y a la compétition mondiale.
Les États-Unis s'investissent aussi pour contrer l'influence de la Chine, notamment autour du gigantesque port de Shanghai au Pérou. Alors, avec toute cette densité de renseignements, de frappes militaires, de crises diplomatiques, il y a un élément qui ressort de nos sources et qui apporte une bouffée d'air frais, le sport et la culture. Oui, c'est le pouce social de la région. Malgré tout ça, le tournoi de football sud-americano sub-17 se joue au Paraguay, l'Argentine est en tête, la Copa Libertadores bat son plein, avec des matchs comme Cusco FC contre Flamengo. Les préparatifs pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avancent à grands pas, l'Équateur s'y prépare, et on a même un arbitre péruvien, Kevin Ortega, qui a été sélectionné. Et le tourisme. Au World Travel Market de Sao Paulo, on a vu que l'Amérique latine attire massivement les voyageurs qui fuient les instabilités du Moyen-Orient. Alors, la question que je me pose, de manière très pragmatique, pourquoi parler de sport et de tourisme dans une analyse de renseignement stratégique? Parce que ces événements ne sont pas que du divertissement, c'est le ciment national, c'est la soupape de sécurité d'une société sous une pression immense. Une forme de résilience, en somme. Absolument. L'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux, comme X, montre que les populations s'accrochent à ces moments d'unité. Et puis, il y a le soft power diplomatique et économique. C'est-à-dire le rayonnement culturel. Oui, la présence de la K-pop qui influence la jeunesse, ou les concerts mythiques d'artistes comme le vénézuélien Oscar de León, ça projette une image positive, ça ramène des devises étrangères, vitales grâce au tourisme, et ça offre des emplois légaux aux jeunes. Des jeunes qui sinon pourraient être recrutés par les cartels. Tout est lié en fait. Tout est profondément lié. Ce qui nous amène aux événements à surveiller de très près pour nos auditeurs. Le second tour des élections au Pérou sera un véritable baromètre pour toute la région. Il faudra aussi observer les réponses diplomatiques aux frappes maritimes américaines et voir comment les politiques migratoires évoluent au Chili. Avant de clore ce chapitre, rappelons l'importance des outils d'information. L'application Stylo News dont nous parlions au début. Oui, c'est une application disponible sur mobile et ordinateur que chacun peut télécharger. Elle permet de se créer des synthèses sur mesure de type renseignement personnel. Elle puise dans des centaines de sources traditionnelles et sur le réseau X grâce à l'intelligence artificielle. Nous invitons tous ceux qui souhaitent obtenir ces actualités à la demande à s'abonner sur le site www.stylonews.com. Eh bien, je crois qu'il est temps de laisser de côté le ton austère de notre présentation. Absolument, on peut relâcher la pression. Un très grand merci à notre audience pour avoir suivi cette analyse avec nous aujourd'hui. C'est un sujet dense mais tellement crucial. Oui, merci infiniment de votre écoute. N'hésitez surtout pas à nous proposer des sujets que vous aimeriez nous voir explorer en profondeur la prochaine fois. Et rejoignez-nous sur vos réseaux sociaux préférés pour suivre les mises à jour de Stylo News. Avant de nous quitter, je vous laisse la parole pour une dernière réflexion. Volontiers, je laisserai notre audience méditer là-dessus. Lorsque la frontière entre un véritable conflit militaire international et de simples opérations de maintien de l'ordre se dissout complètement, comme on le voit dans le Pacifique, qui devient le véritable arbitre de la souveraineté au XXIe siècle? Une excellente question pour terminer. Merci encore et à très bientôt.